Toza Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toza Busy, votre podcast qui vous éclaire grâce à des analyses riches et variées, politiques, régionales, culturelles, technologiques et bien plus encore. Ici, on prend le temps de décrypter les dynamiques qui façonnent nos sociétés avec lucidité, profondeur et engagement. Aujourd'hui, on va examiner de près les discussions autour d'un potentiel accord minier. Oui, entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Un sujet complexe. Tout à fait, on s'appuie pour ça sur pas mal de sources, la presse congolaise, Desk Echo, Actualité CD, des analyses vidéo aussi, congolaises, internationales. Ça couvre un peu tout, gouvernement, société civile, critique politique. Et la géopolitique, bien sûr. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, les enjeux, les espoirs et puis aussi les craintes que ça soulève. Surtout cette idée de minerai contre sécurité, dans le contexte de l'Est. C'est ça. Allez, on y va. Alors, pour commencer, l'initiative vient du président Félix Tshisekedi. L'idée, c'est de négocier avec Washington. Pour une exploitation minière présentée comme responsable. Oui, notamment le cobalt, le lithium, des minerais stratégiques. Et en échange, un soutien américain pour la sécurité à l'Est, face à l'insécurité, souvent liée au Rwanda via le M23. Le fameux M23, oui. Et Tshisekedi insiste. Partenariat équilibré, transformation locale, pas question de brader. Et effectivement. Et côté américain, on sent bien l'intérêt. Massad Boulos, conseiller au département d'État, l'a signalé. Faut dire que ça s'inscrit aussi dans la rivalité avec la Chine. Elle est omniprésente là-bas. Ah oui, la Chine contrôle une part énorme du secteur minier congolais. Le cobalt raffiné, c'est presque les 3/4, non ? Environ 70%, oui. Donc pour les USA, c'est stratégique de se repositionner. D'accord. Mais au Congo même, les réactions, c'est pas l'unanimité. Ah non, loin de là. La société civile, par exemple, avec Patient Bachombe, il y voit une opportunité, mais il dit attention. Attention à quoi ? Il demande à être impliqué pour s'assurer que les contrats soient vraiment gagnant-gagnant, que les intérêts locaux soient pris en compte, les minerais comme levier diplomatique en quelque sorte. C'est une position prudente, mais il y a aussi beaucoup de scepticisme, notamment dans la classe politique. Et Dali Sessanga, lui, il est encore plus critique, non ? Ah oui, carrément. Il parle de troc sécuritaire dangereux. Pour lui, la seule vraie solution, c'est de réformer l'armée congolaise. Donc pas chercher la solution à l'extérieur. C'est ça. Et puis, il s'inquiète du flou, le manque de transparence. Quel gisement, quelle contrepartie américaine exactement ? Des questions légitimes. Oui, et ce manque de transparence, ça alimente les critiques. D'ailleurs, il rappelle son opposition passée au contrat chinois, sous Kabila, pour les mêmes raisons, en gros. Et là, on touche à la géopolitique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Les accords récents, les défis de gouvernance là-bas, et puis ce fameux paradoxe nationaliste congolais. Oui, c'est un tableau plein de nuances. On sent bien cette tension entre une volonté nationale très forte de souveraineté, les pressions internationales qui sont économiques, sécuritaires, et puis la réalité d'un État qui a du mal à s'imposer, malgré ses richesses immenses. C'est ça, la crainte de ce qu'ils appellent la cogestion, c'est-à-dire une gestion partagée, notamment avec le Rwanda, des minerais, des parcs, même de l'hydroélectricité. Plusieurs sources, Zach Mokassa, Official IFI, ils pointent un truc un peu fou, le Rwanda qui s'inviterait dans les discussions. Alors que l'accord était pensé RDC-USA au départ. Exactement. La RDC demande de l'aide aux USA contre le Rwanda, et voilà que Washington impliquerait ce même Rwanda dans l'équation. C'est le paradoxe soulevé. Ça interroge vraiment sur la stratégie américaine. Est-ce qu'ils cherchent à stabiliser en aidant la RDC ou plutôt à, disons, gérer les équilibres régionaux en incluant Kigali ? Quitte à ne pas répondre directement aux besoins de sécurité de Kinshasa. Voilà, et sur le plan juridique, c'est pas simple non plus. Benoît Lebar, un avocat, rappelle que ces contrats miniers, c'est complexe. Fiscalité, force majeure... La force majeure, c'est quand un événement imprévu arrive, c'est ça ? Exactement, ça peut suspendre le contrat. Et puis à la fixation des prix. Bref, il faut une gouvernance stable, des lois claires. Or, la RDC a très peu de traités bilatéraux d'investissement pour protéger les étrangers. Ça peut refroidir les investisseurs. D'accord. Et l'analyse d'Official AFF ajoute une couche, la perception extérieure. Souvent, la gouvernance rwandaise est vue comme plus fiable, plus prévisible. Même si les ressources sont en RDC. C'est ça. L'analyse parle même de contrebande via le Rwanda, parfois avec des complicités en RDC même.
C'est dire la complexité. Ce qui ramène à des questions de fond. Situation extérieure tendue donc, mais à l'intérieur, la gouvernance de Félix Tshisekedi, elle est aussi pas mal critiquée, non? Oui, tout à fait. Les révélations de Nicolas Kazadi, l'ex-ministre des Finances, sont assez frappantes. Il parle de dizaines de nouvelles structures publiques créées comme ça, sans budget clair. Sans budget, avec des recrutements hors cadre. Oui, il emploie même le mot « jouissance », qui est très fort. Ça pointe vers une gestion, disons, peu orthodoxe. Et ça colle avec l'explosion des dépenses du Parlement. Ben oui, les chiffres sont éloquents. Multipliés par 9 entre 2018 et 2023 par an. C'est énorme. Waouh. Même au sein de l'UDPS, le parti présidentiel, Augustin Kabuya a reconnu un désenchantement populaire. Donc ils en sont conscients. Zach Moekassa demande pourquoi la RDC, un géant démographique, cherche toujours à l'extérieur pour régler ses comptes avec le Rwanda, beaucoup plus petit. Au lieu de renforcer ses propres capacités. C'est la grande question. Oui. Et ça rejoint les critiques sur le manque de réformes internes. L'armée, la gouvernance, la lutte contre la corruption. Beaucoup disent que c'est ça la priorité. Le préalable à tout partenariat extérieur solide. Même si Kinshasa essaie de montrer patte blanche, non? Avec Starlink autorisé, les prisonniers américains libérés. Oui, ce sont des gestes, sans doute, mais suffisants pour changer la donne structurelle. Et il y a une autre lecture, celle d'Africa Flash, qui parle d'hypocrisie. Comment ça se passe? Ils disent que tout le monde s'indigne de cet accord potentiel, alors que le pillage plus discret via des intermédiaires, ça fait des décennies que ça dure. Ah oui, vu comme ça. Comment ça tient ensemble? Alors c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Elle suggère que c'est justement la souveraineté internationale, la reconnaissance par l'ONU, l'aide extérieure, Ah oui. qui permet à cet État faible de survivre, de perdurer. Cette reconnaissance devient une sorte de ressource pour les élites, qu'elles soient au pouvoir ou dans la rébellion d'ailleurs. D'accord. Du coup, pour elles, il est plus intéressant de chercher à contrôler l'État central, même s'il est défaillant, plutôt que de viser une autonomie locale. Donc, pour eux, cet accord, même imparfait, c'est peut-être une tentative de la RDC de reprendre un peu le contrôle, enfin. C'est une perspective intéressante aussi. Bon, alors si on essaye de résumer. D'un côté, il y a une opportunité, c'est clair. Investissement majeur, soutien sécuritaire. Potentiellement. Potentiellement, oui. Mais de l'autre, d'énormes doutes. Sur la gouvernance, la transparence, la viabilité de cet échange sécurité contre minerais. C'est le risque de dépendance extérieure accrue. Sans parler du jeu entre Washington, Pékin et Kigali, c'est un nœud. Absolument. Et au final, la question reste la même. Et est-ce que la RDC va réussir, par cet accord ou un autre moyen, à transformer cette richesse immense en développement réel pour les Congolais? C'est la question à des milliards de dollars. Exactement. Vu la fragilité de la gouvernance et toutes les pressions, c'est pas gagné. Et pour finir, une petite réflexion. Au-delà de la diplomatie, des intérêts des puissances, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement Pour que ça marche vraiment pour les Congolais. Oui, transparence totale, implication des communautés locales, vraies réformes institutionnelles. Quelles seraient les conditions indispensables pour que ça serve l'avenir du pays et pas juste quelques intérêts bien placés? Toza Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent.